Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est un des textes les plus importants de l'histoire et, dit-on, le livre le plus vendu au monde depuis un demi-siècle. Eliette Abécassis raconte son histoire dans la BD Sefer, c'est l'épopée millénaire de la Bible. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes Actu Anniversaire, celui de la naissance du peintre Vincent Van Gogh. Il est au programme, bien évidemment, en art plastique, mais aussi, vous le verrez, en français. L'heure de la récré, toujours avec Emma, récré sensibilisation et prévention des troubles bipolaires, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Et puis, en fin d'émission, rendez-vous comme chaque semaine avec le plateau repas de Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Séquence révision, êtes-vous à jour de tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation des enfants? Elle vous a mitonné un petit quiz de derrière les fagots. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est un texte, ou plutôt un ensemble de textes qui forment le socle de la culture judéo-chrétienne, mais il s'en est fallu de peu pour qu'il ne nous parvienne jamais. La romancière et philosophe Eliette Abécassis raconte dans Sefer l'épopée millénaire de la Bible, et ce faisant, elle parcourt aussi l'histoire du judaïsme. Elle le fait sous forme d'une BD qui est à la fois érudite, palpitante, malicieuse aussi, dont les dessins sont signés Nessib. Tout cela vient de sortir chez Albin Michel. Eliette Abécassis, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, philosophe, romancière, scénariste aussi. On vous doit le scénario du film Kadosh d'Amos Gitaï. Pourquoi raconter cette histoire de la Bible aujourd'hui? Pourquoi le faire pour les enfants et sous cette forme? C'est important de raconter l'histoire de la Bible, je crois, à chaque époque, parce que cette histoire se réinvente à chaque époque. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que à l'heure des téléphones portables, de la technologie qui envahit toutes nos vies, eh bien, je vois mon père écrire avec une plume sur un parchemin. Sur un manuscrit, enfin sur un vrai parchemin, quoi, un rouleau. Et c'est comme ça qu'on écrit la Bible aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, ce sont des scribes qui écrivent comme il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut absolument l'écrire de cette façon-là? Parce que pour qu'une Bible puisse être lue donc chez les Juifs dans les synagogues, il faut qu'elle ait été écrite selon ce rituel, sur un parchemin. Et en m'intéressant à cela, et en questionnant mon père, donc dans cette histoire, eh bien, je retrace non pas l'histoire de la Bible, mais l'histoire de l'écriture de la Bible. Comment elle a été écrite? C'est ça que raconte effectivement la bande dessinée, un texte composite dont l'histoire commence avec Moïse, on est sur le mont Sinaï. Exactement. Alors, c'est l'acte de naissance, le premier souffle de la Bible, parce que c'est les 10 commandements, et c'est le socle, c'est la base. Et déjà, là, il y a eh bien, le veau d'or et le peuple qui ne veut pas de ce manuscrit. Voilà. Je dirais l'antagoniste, là, c'est le peuple. Et comment Moïse va sauver la Bible par un premier acte de naissance de la Bible où il a déjà fallu la sauver du peuple qui n'en voulait pas. Ce qui est très intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'on retrouve aussi des interrogations sur les mots. Il n'y a pas une version stable, définitive. Là, vous avez dit les 10 commandements, c'est comme ça qu'on les connaît. Mais je crois qu'on dit aussi les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est important de le dire, parce que la Bible se réinterprète. Et c'est pas tout à fait la même notion, 10 commandements, 10 paroles. Mais ça change tout. Voilà. Est-ce que c'est pas un dogme et même si c'est écrit, c'est un écrit qui est sans cesse renouvelé. J'ai voulu mettre l'accent sur cela, sur la réécriture et la réinterprétation de la Bible. Et comme le dit mon père Armand Abécassis, mon père qui est un grand talmudiste, un grand penseur du judaïsme, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. C'est la différence entre la Torah et le Talmud, d'ailleurs, si on veut faire 3 secondes de... Voilà, c'est ça. Le Talmud, c'est l'interprétation de la Torah qui a contredit la Torah, qui a changé la Torah, qui a fait évoluer la Torah. Et l'histoire de l'écriture de la Bible, c'est l'histoire de toutes ces évolutions et parfois ces révolutions et ces contradictions permanentes qui ont fait que c'est un texte qui a évolué. Et ça, c'est un message très important à faire passer aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas le judaïsme n'est pas vraiment une religion, en tout cas pas une religion figée sur un dogme, mais une interprétation constante de ce texte primordial. On a aussi, c'est en page 80, la naissance du rituel, de ce qu'est une synagogue, de ce qui va ensuite relier les Juifs dans l'histoire, relié au sens vraiment de ce qui fait la religion. C'est-à-dire qu'il faut, vous l'avez dit, qu'il y ait une Torah écrite dans un endroit, mais au fond, elle peut bouger. La synagogue peut bouger. En fait, on n'a pas besoin du bâtiment. Il faut cette Torah et il faut dire les prières. Et c'est ça qui va forger cette communauté. Voilà. Et alors, effectivement, on traverse en fait l'histoire de cette écriture à travers ces personnages. Alors, c'est à chaque fois des personnages. Donc, on a le personnage Moïse, et puis là, on a le personnage Ezra,
ou Esdras qui intervient. Et alors Esdras, c'est le véritable écrivain de la Bible, parce qu'en moins 500, quand il revient de Babylone avec un certain nombre de personnes, et il voit que les Juifs ne pratiquent plus, que le peuple est en train de se perdre, c'est lui qui décide du canon biblique et qui va se mettre à écrire et forger véritablement ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. C'est Esdras qui l'a fait. Et Esdras, il y a tout un long chapitre qui lui est consacré. Vous parsemez aussi le livre de références cinématographiques. On commence avec Indiana Jones pour parler de l'Arche d'Alliance. En fait, cette arche dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on va continuer à en parler. Eliette Abécassis sait faire l'épopée millénaire de la Bible, c'est chez Albin Michel. Les dessins sont de Nessim. On se retrouve juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche consacré aujourd'hui au peintre post-impressionniste Vincent Van Gogh. Il est né il y a tout juste 170 ans. C'était un 30 mars en 1853. On le croise bien sûr dans les programmes d'histoire de l'art, mais aussi dans ceux de français, j'ai découvert grâce à vous. Mais oui, on étudie Van Gogh en 3e, par exemple, dans le cours sur la représentation de soi. Comment parler de soi dans le récit et la peinture est très souvent un bon exemple pour illustrer une notion littéraire. Et ça tombe bien, parce que Van Gogh a réalisé plus d'une trentaine d'autoportraits. Le plus connu qu'étudient les élèves, c'est celui-ci, que l'on peut aussi apercevoir au musée d'Orsay. C'est un portrait qui date de 1889 et la date est importante parce qu'un an plus tôt, Van Gogh s'est coupé l'oreille lors d'une dispute avec un autre peintre, Paul Gauguin. Et à partir de ce moment-là, il n'a peint que des autoportraits le montrant de profil gauche parce que l'oreille droite était détruite. Et ouais, c'est peut-être l'anecdote la plus célèbre sur la vie de Vincent Van Gogh. Il s'est passé quoi d'ailleurs ce jour-là? Parce qu'on connaît l'histoire, mais... Alors, en fait, on connaît le résultat, mais on connaît mal l'histoire. Voilà, mais en fait, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais quelques éléments de contexte tout de même. On est en 1889, à la veille du réveillon de Noël, le 23 décembre. Van Gogh habite avec son ami Gauguin dans une maison à Arles. Et alors qu'il se dispute avec lui et qu'il apprend le jour même que son frère Théo va se marier, il se dit qu'il est plus seul que jamais. Et dans un moment de désespoir, il prend un rasoir et se tranche l'oreille. On dit même qu'il se serait rendu chez une prostituée pour la lui donner. Il faut dire qu'à cette époque, le peintre est déjà victime d'hallucinations visuelles et auditives. Et bien sûr, c'est le geste d'automutilation le plus connu de l'histoire de l'art. Situation qui ne va pas s'arranger beaucoup pour Vincent Van Gogh. Il meurt juste 1 an et demi après. Tout à fait. Alors, il peint énormément en cette période d'un an et demi. Regardez par exemple sa Nuit étoilée, une de ses toiles les plus célèbres, peint en 1889. On retrouve les mêmes tourbillons que dans l'autoportrait dont je vous parlais au début. Ce tableau est peint alors que l'artiste se trouve dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Asile où le peintre a été admis après l'épisode de l'oreille, dans lequel il se sent bien d'ailleurs. Et c'est depuis sa chambre qu'il peint cette Nuit étoilée. Mais l'histoire ne se termine pas très bien en effet, car après être sorti de l'asile, il s'installe à Auvers-sur-Oise, où son état psychique ne s'arrange pas. Déjà, le physique avait été attaqué par voilà, et psychiquement, ça n'allait pas non plus. Et donc, il se tire une balle dans la poitrine dans un champ, balle qui ne le tue pas. Il traverse la ville jusqu'à sa chambre d'Auvers-sur-Oise, où il finit par mourir. Auvers-sur-Oise, vous le dites, un lieu emblématique de la vie d'artiste de Van Gogh, qui n'est pas français pourtant. Mais non, puisqu'il est né aux Pays-Bas. Et rien ne le prédestinait à être peintre. Van Gogh, il voulait être marchand d'art. Ça n'a pas marché. Puis pasteur. Ça n'a pas marché non plus parce qu'il a raté son examen de théologie. Et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers la peinture. Son histoire avec la France, elle arrive assez vite dans sa vie. Il s'y installe dans les années 1880, alors qu'il a une trentaine d'années. Et il est alors influencé par le courant impressionniste. Il s'installe dans le sud, n'est-ce pas? Oui. En fait, il a habité à Paris parce que son frère avait une galerie d'art à Montmartre. Mais il rêvait de Méditerranée. La lumière. Il voulait voir les couleurs, la lumière de la Provence. Et donc, il s'est installé à Arles. Là-bas, il voulait créer une communauté d'artistes, mais ça n'a pas fonctionné. Et seul Gauguin l'a rejoint dans cette fameuse maison jaune où les deux hommes se sont ensuite disputés. Mais c'est en Provence, en fait, que sa palette a évolué. C'est un vrai tournant dans sa peinture. Il y peint notamment sa série de tournesols, très connue également. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir les tableaux de Van Gogh, il y a une très belle collection, bien sûr, au musée d'Orsay. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez aussi visiter sa chambre d'Auvers-sur-Oise. Et puis, bien sûr, si vous êtes de passage à Amsterdam, allez au musée Van Gogh, qui possède également une très belle collection d'œuvres. Dans le sud ou pas tout à fait le sud, Auvers-sur-Oise, j'imagine, non? Auvers-sur-Oise? Ouais. Non, c'est où? Je ne sais même pas. D'ailleurs, vous me posez une colle. Il me semble que... Ah oui, vous avez raison, sur Oise. Et ouais, il y a un indice. Il y a un indice. Allez, une anti-sèche spéciale géographie après-demain dans La Quotidienne avec Emma Guessel. Mais on peut voir des choses à Arles. Merci beaucoup, Emma. Grand oral.
Bon allez, il n'y a pas qu'Emma qui parfois a des imprécisions, j'en ai aussi. J'ai écorché, qu'il m'en pardonne, le nom de votre co-auteur, du dessinateur, c'est Négib. Négib, absolument. Et non pas Négib, comme je dis, dessinateur de cette bande dessinée, C'est faire l'épopée de la Bible, qui tape vraiment entre les mains de tous les enfants, parce qu'elle raconte d'une manière hyper vivante l'histoire de ce texte fondateur, Eliette Abécassis. C'est l'histoire, pardon, vous voulez dire un mot sur Négib? Je voulais dire, oui, que Négib a fait un dessin vraiment drôle, oui, avec des personnages de bande dessinée, avec les codes un peu du western, parce que c'est un western, la Bible. Ouais. Et donc, effectivement, pour les enfants, c'est formidable de voir ces personnages s'animer sous leurs yeux. C'est vrai que c'est très malicieux. Ils vous représentent d'ailleurs. Oui. Avec vous avez des lunettes dans le vrai? Oui. On vous voit discuter avec vos parents, mais on va en parler après. L'histoire de la Bible, c'est aussi l'histoire de textes qui sont menacés de destruction dès le début. Oui, c'est ça. Dès le début, c'est un brûlot. On ne veut pas de ce texte. Il y a écrit tu ne tueras point. Il y a écrit qu'il faut respecter le Shabbat, qu'il ne faut pas voler, ne pas commettre d'adultère. Personne ne veut de ce texte, à commencer par le peuple dans le désert. Puis après, ça va être les Philistins qui vont vouloir, en revanche, le voler, parce que c'est toute l'histoire de l'Arche d'Alliance. Et c'est là où les aventuriers de l'Arche perdue, effectivement, les Hébreux, les Lévites ont la charge de porter ce texte important. Et les Philistins le volent, il disparaît. Réécrit, on va essayer de le protéger dans le temple, mais le temple va être détruit à 2 reprises. Ouais. Et à nouveau, le texte est pris par les envahisseurs. Puis, on retrouve ce texte, alors là, c'est en moins 260, en fait, lors d'une traduction à Alexandrie. C'est la Septante. La Septante, puisque les rois Ptolémée voulaient avoir cette bibliothèque, une sorte de Wikipédia de l'époque, c'est-à-dire vraiment tout le savoir mondial, mais il manquait un texte, et c'était la Bible, et il fallait le traduire. Et alors, pour être sûr d'avoir la bonne version, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Septante, ouais. Racontez, parce que l'histoire est... Ouais, c'est la légende. C'est la légende, bien sûr. Effectivement, on fait venir 70 traducteurs à Alexandrie, on les met sur l'île de Pharos, chacun dans une petite maison, et puis on veut comparer les textes, et finalement, ils sortent tous le même texte, c'est la Septante. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui va être brûlée, comme on sait, le texte est de nouveau perdu. Et puis, on le retrouve au Moyen-Âge, où là, effectivement, c'est l'Inquisition. Et là, il y aura peut-être un sujet, d'ailleurs, d'Antisèche à faire à l'occasion, parce qu'il y a le roi gentil de quand on va à l'école en France, qui en prend pour son grade, mais qui le mérite bien, c'est Saint-Louis. Oui, c'est lui qu'on appelle Saint, et qui n'était pas vraiment qui n'était pas très sympa en vrai. Non, qui n'était pas le Saint-Louis de l'imagerie qui rend justice sous son arbre, pas du tout, puisqu'il a organisé une disputation, c'est-à-dire une controverse entre les théologiens chrétiens et juifs pour savoir s'il fallait brûler le Talmud. Et sur la place de Paris, effectivement, aux alentours de 1240, 1242, le Talmud a été brûlé lors d'un grand auto-da-fé. Pourquoi le Talmud a été brûlé? Parce que le Talmud, c'est cette fameuse interprétation de la Bible controversée. Et comme c'est un texte qui n'était pas dogmatique, c'était très dangereux pour les chrétiens de voir que les Juifs faisaient évoluer leur texte alors qu'on était en pleine Inquisition et qu'il fallait au contraire, c'est le retour aux sources. Voilà, en pleine croisade. Et il fallait être très sur le dogme. De la destruction du texte à la destruction, ou de son interprétation à la destruction de celles et ceux qui reconnaissent ce texte ou qui l'interprètent, il n'y a qu'un pas qui évidemment est franchi dans toutes ces époques, depuis l'Égypte antique. On traverse aussi une histoire de l'antisémitisme en suivant votre livre. Oui. C'est pas votre sujet, mais à chaque moment, c'est là finalement. Effectivement, c'est là, et c'est peut-être le lien entre l'antisémitisme, l'anti-judaïsme, c'est-à-dire à chaque fois, effectivement, là, on va rentrer dans une période où on pourchasse les Juifs, mais on pourchasse aussi le texte. C'est ça. Jusqu'à la Shoah. Et là, je me suis intéressée à la Shoah en découvrant moi-même quelque chose que je ne savais pas, c'est que les nazis, en fait, avec Rosenberg, ont organisé un vrai pillage de toutes les bibliothèques juives, non pas pour brûler les textes, mais
pour constituer une grande bibliothèque juive où il ramassait tous ces textes et il voulait faire une sorte d'université du judaïsme, une sorte de mausolée en fait. Et donc je m'intéresse vous donnez les chiffres, je me souviens de cette page d'ailleurs, parce que j'ignorais cette histoire d'ailleurs, où vous donnez les chiffres, tant d'exemplaires récupérés à tel endroit, tant d'exemplaires récupérés à tel autre. Des centaines de milliers d'ouvrages qui ont été pillés des bibliothèques. Des gens qui étaient soit des bibliothèques juives, soit des savants, des universitaires, des bibliothèques personnelles que l'on pillait. Eliette Abékassis, c'est un paradoxe vivant et brillant. Elle est libre mais attachée à la religion. Elle est à la fois moderne et traditionnelle. Ce balancement donne son prix à sa personnalité. Vous vous souvenez qui a dit ça de vous? Non. C'est Pierre Moscovici, ai-je lu dans la presse, qui parle, je crois, a été un de vos premiers employeurs, si ce n'est le premier, juste après Normal Sup. Vous étiez son assistante. Si je le mentionne, c'est parce qu'il y a beaucoup de vous dans cette bande dessinée et beaucoup de votre histoire. On va en parler, si vous le voulez bien, juste après la récré. Emma Guessel. C'est la journée mondiale des troubles bipolaires et c'est important d'en parler. C'est le cas de nombreux jeunes sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que vous nous faites une récré. Pas très joyeuse. Pas très joyeuse. Un peu Van Gogh, en même temps que vous avez fait Van Gogh avant. Voilà. Il y a un continuum. C'est exactement ça. Alors en France, on estime qu'1 600 000 personnes sont atteintes de troubles bipolaires, un trouble qui affecte évidemment aussi les jeunes. La bipolarité, pour faire simple, c'est l'alternance entre deux phases, une phase dépressive et une phase maniaque. Alors on est très très loin du cliché d'avoir deux personnalités. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas changer d'émotion toutes les 5 secondes. On peut être en phase maniaque pendant 3 mois et en phase dépressive 6 mois. Pendant 6 mois ensuite. À quoi les repère-t-on, ces phases maniaques et dépressives, même si on ne peut pas résumer la bipolarité en 3 minutes? Alors, un épisode maniaque, c'est être d'humeur exagérée. On a excessivement confiance en soi, on a envie de tout faire, on considère que dormir est une perte de temps. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans une phase dépressive, on se sent faible, on n'a envie de rien, on a envie de dormir toute la journée. Alors, ça se soigne par un psychiatre qui va vous prescrire des médicaments et ça peut bien sûr être couplé avec une psychothérapie. Alors, la récré, c'est censé être un petit peu rigolo, un peu léger. Là, on n'y est pas, mais ça, vous allez voir. Parce que, heureusement, sur ce trouble de la bipolarité, qui peut être très difficile à vivre quand on est ado, il y a une parole qui se libère et on le voit beaucoup sur TikTok. Quand j'ai tapé trouble bipolarité, je suis tombée sur des centaines de vidéos explicatives déjà, et puis ensuite sur de nombreux témoignages de jeunes filles, beaucoup, qui racontent comment elles vivent au quotidien avec ce trouble-là. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Donc, allez voir sur les réseaux, vous allez forcément tomber sur un compte qui peut vous intéresser si le sujet vous préoccupe, et ça peut vous faire du bien si vous êtes atteint de troubles bipolaires. TikTok, donc on va sur TikTok et on tape trouble bipolarité. Ouais, et on tombe vraiment sur des choses très bien. Merci beaucoup Emma. Merci. Grand oral, Eliette Abékassis. Sefer, l'épopée millénaire de la Bible, c'est le nouveau livre d'Eliette Abékassis. Un des aspects qui le rend extrêmement vivant, ce livre, c'est le dispositif narratif, la façon dont vous racontez l'histoire. Vous partez en fait d'une discussion en famille et c'est aussi un peu une BD hommage, me semble-t-il, à vos parents que vous mettez en scène. Notamment, vous l'avez déjà cité, votre père Armand, un homme, avez-vous dit, de paroles qui parlent tout le temps, qui enseigne, qui vous savez à l'enseignement, c'est la Torah vivante, c'est le Talmud qui parle à travers lui. C'est ça, oui. Mon père, Armand Abékassis, qui a écrit de nombreux livres sur la pensée juive, talmudiste, qui a une façon vraiment unique d'interpréter les textes parce que c'est ouvert à la philosophie, aux sciences humaines. Il a enseigné la philosophie toute sa vie à l'université et donc, en fait, comme dans un dialogue entre la philosophie et le texte qui féconde l'un et l'autre. Et puis, tout en le remettant dans les problématiques du jour. Et puis, il y a ma mère aussi, qui est Janine Abékassis. Il y a ce couple que j'ai mis en scène et qui est dessiné par Nejib, qui est professeur de psychologie, enfin, qui a enseigné la psychologie à l'université aussi, et qui et participe aussi à cette façon de raconter la Bible, puisque aujourd'hui ils travaillent ensemble sur et les récits se complètent, et c'est à la fois eux et vous qui racontez toute cette histoire. En tout cas, c'est très drôle. C'est une histoire dans l'histoire. Voilà. Et vous avez grandi dans cette famille qui est donc une famille à la fois très savante, très religieuse aussi. C'est simple quand on est ado, parce que c'est aussi un univers de règles. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Enfin... C'est surtout un univers d'intellectuels qui sont complètement dans les livres, dans les pensées. C'est pas, mes parents ne sont pas ce sont pas des gens qui ont un côté très très pratique de l'existence, tellement ils sont complètement
perché. Mais c'est merveilleux quand on est enfant parce que on a donc c'est plutôt chouette en fait. C'est génial. On ne sait pas à quelle heure on mange, mais alors on sait des trucs absolument extraordinaires. Absolument. Dans les clins d'œil que vous faites à vos plus fidèles lecteurs, il y a ce que j'allais appeler le pré-générique, parce que le livre a un côté très cinématographique, vous avez parlé du western, et la chute du livre qui est la découverte des manuscrits de la mer morte, Qumran, qui était le titre de... Alors je ne sais pas si c'est votre premier roman, mais en tout cas c'est le premier qui a un succès incroyable. Oui, absolument. C'était mon premier roman, Qumran, c'était sur la découverte des manuscrits de la mer morte, donc effectivement on revient là-dessus, et cette BD c'est un petit peu tous mes livres que j'ai rassemblés. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça commence sur la découverte incroyable de ces manuscrits en 1948 par des Bédouins dans des grottes. Et ces manuscrits sont exactement, fidèlement la Bible que l'on lit qu'on lit aujourd'hui. Et c'est la découverte archéologique la plus incroyable qui a été faite, quoi. Donc on repart comme ça dans ce passé qui arrive jusqu'au présent, et puis toutes les époques s'entremêlent. Dans ces livres, dans le livre, il y a aussi, je pense, la transmission que vous avez publiée chez Robert Laffont, et qui est un des fils conducteurs de votre travail, enfin je dis travail, votre œuvre. Oui, cette absolument. question de transmettre. C'est vraiment le fil conducteur de tout, c'est la transmission. Je pense que la transmission est la question la plus importante de notre époque. Comme le dit mon père, que transmettre et comment transmettre ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que nous sommes dans cette époque où il y a une profusion de réseaux, et c'est ce que j'appelle la transmission horizontale, ce flux qui vient, et on a envie quand même d'une transmission verticale, c'est-à-dire cette sagesse qui nous vient de nos pères, de nos grands-pères, de nos aïeux, depuis longtemps, et qu'on a envie de transmettre à nos enfants, mais on ne sait plus très bien comment les prendre. Alors peut-être que j'ai essayé de trouver une réponse aussi à travers ces images, c'est-à-dire cette façon, cette médiation vers l'enfant. On va le prendre par la main et lui raconter une histoire avec des personnages qu'il peut aimer et qu'il peut aborder. Voilà. Et avec lesquels il peut, le cas échéant, s'identifier de temps en temps, et puis en l'invitant à aller voir ou lire d'autres histoires. Je citais Indiana Jones, mais ça m'a, je vous avoue, beaucoup amusé de le voir dès le début, où votre père vous dit « mais va voir Indiana Jones, c'est vachement bien ». C'est ça. Et l'importance aussi d'avoir des maîtres et des professeurs. Les professeurs, aujourd'hui, je crois que c'est vital d'avoir un professeur, et le rapport à nos professeurs va préserver notre avenir en tant qu'être humain. Parce que pour les parents, c'est de plus en plus difficile d'éduquer leurs enfants. Absolument. Allez, on ne va pas vous dire le contraire sur School TV, un hommage non sollicité aux enseignants. Eliette Abécassis. Vous restez avec nous à faire un petit vrai-faux nourriture. Oui. Je ne sais pas sur une question sur les boulettes de poisson qu'on mange pendant votre BD, mais on va en parler avec Sandra Ferreira. Emma, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra Ferreira, Plateau Repas. Plateau Repas, c'est chaque semaine notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous avez préparé aujourd'hui un vrai faux sur ces séquences révision, quoi. La fin de l'année approche, vous vérifiez qu'on a bien écouté. Voilà. Il y a ça, hein. Mais donc, très simple, très simple. Oui, bien sûr. Un vrai faux, je vous crois, sur les idées reçues qu'on entend régulièrement au sujet de l'alimentation des enfants. Premier élément qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas manger de viande le soir. Alors, je vais vous faire participer, bien entendu. Hein. Vous pensez quoi? Il ne faut pas faire manger de viande aux enfants le soir. Vrai ou faux, d'après vous? Vrai. Vrai. De toute façon, vous êtes désagréable, donc vrai. Donc, c'est vrai si votre enfant a mangé de la viande le midi. Mais si le midi, il n'a pas mangé ou très peu déjeuné, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'il en mange le soir. C'est important de bien se le dire. Et si on a la chance d'avoir un enfant qui est là chez vous, et au déjeuner et au dîner, vous pouvez diviser la portion par deux et donner un demi-steak le midi, bon à savoir. le soir. C'est pas gênant. Après, il faut limiter la viande sur la semaine, bien entendu. Autre injonction, on finit son assiette. Est-ce qu'on dit aux enfants, on finit son assiette? Est-ce que vous pensez qu'on doit dire ça aux enfants? On finit son assiette? Non, pas du tout. Ouais, moi je pense pas non plus. Vous êtes bien. On ne dit pas ça à l'enfant, on ne finit pas son assiette. Pourquoi? Parce que l'enfant, on a de la chance, il sait s'écouter. Donc il sait se réguler, c'est son instinct. S'il n'a pas faim, il s'arrêtera, tout simplement. Alors,
Il faut leur faire confiance, c'est sûr. L'équilibre va se faire sur plusieurs jours, heureusement. Il mange un peu moins de soupe aujourd'hui, il mangera un peu plus de légumes demain. Il n'a pas envie de son steak, il mangera peut-être plus de compote en dessert. Du moment qu'il fait l'important, c'est l'équilibre sur la semaine, quoi, voilà, pour le dire vite. L'équilibre sur la semaine et on ne s'embête pas à lui demander de terminer, c'est pas un caprice. On ne boit pas en mangeant. On ne boit pas en mangeant, quelle est votre réponse? Oh, difficile. Mais on boit pas de quoi d'abord? De l'eau. J'adore, c'est tellement évident pour elle. Oui, voilà. Parce que franchement, un petit meursault avec... On parle des enfants, hein. moi je crois qu'il faut mieux pas trop boire en mangeant, ça, on gonfle tout ça. Donc plutôt... Moi je bois en mangeant, mais je crois qu'il faut plutôt pas. C'est plutôt... On peut. Oui, on peut. Donc on ne boit pas en mangeant. Faux, on peut boire en mangeant. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors ça vient de Génial. quoi? Ça vient du Ben fait oui. qu'on pense que ça coupe l'appétit, que ça fait gonfler. Moi je pensais surtout que ça faisait gonfler. Pour la digestion, ce sont des tolérances personnelles. Si vous, ça vous fait gonfler, c'est vrai que pourquoi pas. Mais en théorie, il n'y a rien qui justifie de ne pas boire en mangeant. Et d'ailleurs, de ne pas boire, parfois on entend aussi, on ne doit pas boire après avoir bu de la soupe, on entend plein de choses comme ça. Il ne faut pas boire avant d'aller faire du sport. Du sport, il n'y a aucun souci. En fait, on boit de l'eau, c'est indispensable. tant qu'on veut. Le lait est incontournable. Allez, je vous dis la réponse, c'est... Au début, oui, je crois, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que c'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux. C'est un incontournable au début. Après, il faut savoir que le lait apporte du calcium, ce qui est bon pour fortifier les os, pour la croissance de l'enfant. Mais ensuite, il y a aussi du calcium dans les légumes, par exemple. Il en existe dans d'autres aliments. Et il faut savoir aussi que si votre enfant dit qu'il digère mal le lait, c'est pas impossible parce qu'à partir de 6-7 ans, on a l'enzyme qui permet de digérer le lactose du lait qui s'appelle la lactase, qui diminue, voire s'efface si on n'en boit pas régulièrement. Donc c'est logique qu'on ait un peu plus de mal. Qui ont un peu de mal à boire du lait. On laisse les enfants choisir leur menu. Oui. Voilà. Si ça correspond à ce que j'ai préparé. Si je dis à Emmanuel, qui est un grand enfant, tu préfères des pâtes ou des haricots verts pour ce soir, qu'est-ce que vous me répondez? Des haricots verts. Vous allez me répondre ça? Non, des pâtes, évidemment. Enfin, écoutez. Oui, à part quelques exceptions près, c'est vrai que tout le monde va répondre des pâtes. Donc, faux, on ne laisse pas l'enfant des pâtes, surtout s'il n'y a menus. plus de frites. C'est surtout ça l'histoire. Voilà. On ne les laisse pas choisir, effectivement, parce qu'au début, ils vont aimer les légumes, c'est rigolo. Ouais. Après, ils vont aller sur ce qui est plus rassasiant, plus pratique, les pâtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux, tout simplement. Ah, bah voilà. Pâte au brocoli. Ma fille, elle se fait ça. Il faut prendre une boisson chaude le matin? Non. Je dirais oui. Il a gagné. Non, c'est pas une obligation. Ça peut être une boisson froide. Ça peut. Faut boire quoi. Faut boire quelque chose. On n'est pas obligé de boire du lait non plus. Et puis on peut faire yaourt, muesli, fruits. C'est pas gênant qu'il n'y ait pas de boisson chaude. Allez, encore deux. Pas de grignotage entre les repas. Bah non. Ah oui, alors non, pas de grignotage entre les repas, mais ça me permet de refaire un petit rappel. Attention, malentendu, la collation n'est pas un grignotage. Grignoter, c'est manger n'importe quand on n'a pas faim. L'enfant, lui, a besoin de goûter. On a le droit d'un goûter. Et oui, ça c'est important de rappeler que ce n'est pas un grignotage parce que certains parents interdisent le goûter aux enfants sous prétexte que ça serait un grignotage, mais pas du tout. C'est un repas en fait. C'est un repas. Donc on fractionne les surtout repas. Pour les petits mangeurs, en fait, c'est du fractionnement alimentaire. On donne les petits repas, même voire dans la matinée s'il le faut. Les sucreries interdites. Vrai ou faux? Ah oui, interdit. Ça se défend en fait, ça se défend. Voilà, c'est que parfois, en théorie, elle trouve des trucs sympas. Elle a l'air comme ça parce que vous la connaissez pas bien, mais moi je la connais. Elle a l'air, mais en fait, parfois il y a moyen de négocier un truc. Mais mes enfants sont très heureux de m'avoir comme mère. Ah, je n'en doute pas. Donc il faut pas interdire totalement. Effectivement, c'est pas idéal pour la santé, mais si on interdit à l'enfant, qu'est-ce qu'il va avoir envie? Eh bien, ils vont envie de le faire. Ah bah oui, envie, c'est d'aller le faire. Donc il faut autoriser de manière parcimonieuse et de temps en temps des petits entremets et des petites collations, des petits plaisirs sucrés un peu plus sains. Et quand il est un peu plus grand, on lui explique que c'est mauvais pour la santé, mais on n'interdit pas, sauf maladie, bien évidemment. Merci beaucoup, chère Sandra. Merci, Eliette, d'avoir contribué au jeu. On a un peu rigolé. On rigole en vous lisant, c'est pour ça que je me permets aussi. Oui. Vous avez voulu mettre de l'humour. Beaucoup d'humour, c'est très important, parce que justement, quand on parle de religion, de Bible, l'humour est essentiel. C'est pour ça que les Juifs adorent l'humour, et surtout l'autodérision. Donc, j'en ai mis beaucoup. On rentre dans cette histoire en riant, avec des personnages qui sont vraiment drôles, jusqu'à mes parents et moi, effectivement, avec les boulettes, et puis voilà, et tout ce qui peut distraire les boulettes de poisson. En enseignant. Voilà, que le papa veut pas manger, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il a autre chose à faire, il est en train de raconter l'histoire. C'est faire l'épopée millénaire de la Bible, c'est chez Albin Michel, les dessins sont de Négib. Il y a aussi, si on va par là, mais évidemment je ne vais plus avoir le titre exact, mais un tout petit recueil qu'on trouve facilement à côté des caisses des librairies sur l'humour juif et qui commence là-dessus.
là-dessus d'ailleurs, en disant que c'est avant tout un humour de l'autodérision. Mais lisez-le, il y a des bonnes blagues dedans, mais il y a aussi une analyse qui est tout à fait intéressante. Et je recommande également, en parler de Saint-Louis, le documentaire Histoire de l'antisémitisme de Jonathan Ayoun, qui est disponible sur la plateforme d'Arte. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sandra aussi. Au maquillage, merci à Emma Razafin-Dralambeau, en régie à Marine Plantec, assistée par Dylan Coller, à Thibaut Goury-Lafont pour le son, à Kylian Soula pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.